Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que quand tu fais ces exercices en couple, ça dénoue beaucoup de tension, tout de suite ça fait baisser peut-être le niveau d'agressivité qui peut exister, ou c'est pas assez pour aider des couples? Alors, je trouve que c'est parfois, parce que vraiment tout dépend vraiment de l'autoroute qu'ils ont prise, bien entendu. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment cette autoroute-là qu'il va falloir qu'on analyse très précisément. Mais le fait même, en effet, de leur faire voir cette circularité dans le système couple, c'est quelque chose de très émouvant, en fait, je dirais, qui, au fond, fait tomber un peu la colère, parce que une des choses qui rend le plus souvent les protagonistes d'un couple en colère, c'est d'avoir la sensation que l'autre ne comprend absolument pas notre point de vue, en fait, d'une certaine manière. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand on leur fait faire l'exercice, donc vraiment je le fais exprès, de les faire changer de siège, parce que je veux qu'ils se mettent dans la position de l'autre avec la même ponctuation du problème, donc c'est-à-dire d'inverser la leur de ponctuation, et j'ai le plus grand mal à les maintenir là-dedans, parce qu'en fait ils commencent en disant, alors le problème avec Jean, donc il se met à la place de sa femme, le problème avec Jean, c'est qu'il est quand même extrêmement contrôlant, voilà, et là il dit, bon, en même temps, c'est vrai que, en même temps, c'est normal. Enfin, voilà, il commence à essayer d'expliquer à quel point tout ça est logique, quoi, en fait, d'un point de vue linéaire. Faut tout de suite le recadrer. Oui, tout à fait. Non, c'est pas ça qu'elle aurait dit, là. Ce n'est pas la question. On vous demande pas de vous justifier. Parce que c'est vrai qu'il y a cette tendance en couple de dire, oui, c'est vrai, mais XXX, je fais ça pour telle raison. Les raisons sont valables pour la personne, mais c'est pas ça qui fait avancer la relation. Non, elles sont valables pour la personne, elles sont même valables d'un point de vue circulaire. Pour moi, en fait, la réalité, elle est dans les deux. Mm-hmm. Quand un homme dit je rentre de plus en plus tard parce que ma femme est toujours en train de faire la gueule, donc en fait, moi, j'ai pas envie de rentrer spécialement tôt, et que madame dit mais moi, je fais la gueule parce qu'il rentre de plus en plus tard et que c'est pas pour ça que j'avais payé. Les deux ont raison. Enfin, payé, pardon, c'est pas pour ça que j'avais investi dans le couple, n'importe quoi. Les deux ont raison. Les deux ont raison, et donc en fait, dans la problématisation, la façon dont on analyse le problème, il va falloir prendre la boucle entière, sans dire il y en a un qui est plus responsable que l'autre, quoi, en fait. Et c'est là où ça peut devenir compliqué. Ce qui est compliqué, non, puisque j'ai l'impression que quand on va en thérapie, souvent, c'est pour pointer du doigt le fait que l'autre, devant une tierce personne, mettre à jour, bah tu vois bien que j'avais raison, c'est toi le problème. Oui, tout à fait, on est très prise à partie. Voilà, c'est ça. On est très prise à partie, où tout à coup, ils disent, comme je l'explique, ils disent, est-ce que tu vas dire à Madame Piquet ce que tu m'as fait en 83 ? Et là, on a une très bonne mémoire quand même. Une très très grande mémoire rancunière. Je me dis mais à quel moment je vais pouvoir leur faire percevoir la circularité dans ce bordel. Donc ça peut être vraiment extrêmement compliqué. Ça peut prendre 20 ans de revenir. Absolument. Oui, en plus c'est très long. Donc oui, voilà, ils viennent pour ça, en effet pour expliquer à quel point c'est l'autre qui est problématique. Parfois ils viennent vraiment pour d'autres raisons. Il y en a qui viennent pour sauver leur couple. Beaucoup. En fait, ça c'est vraiment un des motifs, surtout quand ils viennent à deux. Et là, ce qui est très très difficile en fait dans ce genre de situation, c'est que il y en a souvent un qui veut sauver le couple, une plutôt, enfin dans mes statistiques personnelles, et un qui vient en disant on pourra pas me dire que j'ai pas tout essayé, un petit peu en mode thérapie alibi. Et ça c'est compliqué parce que on peut pas du tout travailler ensemble sur ces modalités-là. Et donc là c'est important de pouvoir travailler avec chacun en fait parce que les objectifs sont pas les mêmes en fait d'une certaine manière. Est-ce que ça te met la pression quand tu sens qu'un couple vient pour sauver son couple et que tu sais que tu as un rôle à jouer? T'es pas responsable évidemment, mais tu vas grandement influencer, je sais pas si c'est le mot, mais avoir un impact en tout cas sur la résultante de cette thérapie? Oui, c'est pour ça que moi je prends vraiment un cadre volontairement. Je fais ça, je dis en fait moi, très sincèrement, quand les gens viennent me voir pour sauver leur couple, à la fin de la thérapie, il y a 80% de ces couples qui se sont séparés. Parce que moi, je veux pas commencer à induire de l'espoir. C'est pas vrai, 80%, mais je veux vraiment induire que c'est pas tellement moi mon objectif. Ah, tu leur dis ça? Ah oui, je leur dis ça. Tu leur dis ça même si c'est pas vrai comme stat. Oui, okay. J'étais en train de me dire, ok. Je monte considérablement parce que l'idée vraiment, c'est de travailler à la relation en fait, parce que c'est notre métier de travailler à ce que cette relation soit la moins douloureuse possible au bout de la thérapie. Et peut-être que ça peut passer par une rupture. En fait, moi, je n'en sais rien au début. Et très sincèrement, alors ça, c'est plutôt des gens qui sont en individuel qui viennent en disant voilà,
je viens vous voir parce que je veux me séparer de mon conjoint. J'ai envie de dire, mais en fait, comment se fait-il que tu ne sois pas chez un avocat plutôt que chez moi, en fait? Parce que si tu veux... Donc, on voit bien que c'est quand même extrêmement compliqué et que moi, je n'en sais rien. Je veux laisser tout ouvert, mais en tout cas, je veux pas induire tout à coup quelque chose qui serait de l'ordre de, grâce à cette thérapie, vous allez vous remettre ensemble. Parce que souvent, c'est un des deux qui veut ça. C'est pas les deux, donc je suis plus en thérapie de couple. C'est pas évident quand même. Non. Et les enjeux sont grands, hein, parce que, bon, j'imagine tu vois aussi beaucoup de couples qui ont des enfants, donc il y a une répercussion sur la vie de leurs enfants derrière. Absolument. Et c'est pas anodin. Non, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, d'autant plus que très sincèrement, il y a vraiment des séparations qui génèrent beaucoup de souffrance chez les enfants, mais il y a également beaucoup de maintien de couple qui génèrent des souffrances chez les enfants. Et je pense que c'est important aussi de le regarder à cette aune. Est-ce que des fois, tu as la sensation que c'est un immense gâchis, que ces deux personnes-là, elles vont se séparer potentiellement ou elles n'y arrivent plus alors qu'il y a ce qu'il faut, mais que la communication, par exemple, pose problème? Tu le ressens, ça? Moi, je ressens toujours qu'il y a des choses différentes à faire, en fait. Vraiment, je trouve que vraiment souvent, c'est vraiment, encore une fois... embarqué dans des choses qui sont parfaitement improductives et voilà, et on n'avait pas forcément conscience, on n'a toujours pas forcément conscience que c'est le cas. J'ai du mal à parler de gâchis, je trouve que enfin voilà, parce que de toute façon d'une manière générale, j'ai du mal à parler de gâchis. Par exemple, quand les parents me disent il travaille pas, il a 12 de moyenne, c'est un vrai gâchis, il devrait avoir 18, j'ai du mal aussi. Je trouve que il faut prendre les choses ici maintenant, pas tellement en termes de ça aurait pu ou ça aurait dû voilà. Mais si, parfois c'est triste, on voit des gens très tristes, enfin on voit des grosses souffrances en fait. C'est ça surtout qui est douloureux. Ouais. Forcément, quand on vient de voir, c'est qu'on est en souffrance, c'est qu'on a atteint un petit point. C'est rare, non, les couples qui viennent pour checker que ça se passe bien, quand ça roule. Tu les vois ils pas, viennent pas. Ils viennent pas. Ce qui vient en prévention, pas mal. En prévention, enfin, quand je veux dire, nous, on travaille vraiment quand il y a problème, en fait. Oui. Donc là, on dit on sait pas faire du tout, checker ou voir si ça va, on sait pas trop. Ce qui vient en prévention et qu'on sait pas très bien faire non plus, enfin pas du tout, même pour ainsi dire. Ce sont des gens qui disent, des femmes notamment, qui viennent en disant je viens parce que je suis dans un scénario de répétition, vous voyez, au niveau conjugal, et qui disent donc comment voilà, j'ai eu plusieurs échecs, comment je fais avec le prochain. Et là, c'est compliqué pour nous parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de mode d'emploi et tout ça, encore une fois, comme c'est circulaire, ça dépend pas que de la personne. Il faut qu'il y ait l'autre en face. Oui, exactement. Et donc, voilà, on leur demande de bien vouloir trouver quelqu'un pour qu'on puisse analyser comment se crée le problème à nouveau. Oui. Pour notre laboratoire, ça marche pas, là. Il nous faut quelqu'un, madame. Tu l'as mentionné tout à l'heure, un des problèmes qui est un petit peu plus féminin, c'est la communication paradoxale. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est, la communication paradoxale, et donner un exemple à quoi ça ressemble? Peut-être qu'on le fait, mais on s'en rend pas compte. Oui, parfois on s'en rend pas compte du tout. Alors, une injonction paradoxale, pour donner la définition brute, c'est une injonction à laquelle on ne peut répondre qu'en désobéissant à une partie de cette injonction. Parce que c'est une injonction où il y a deux messages, en fait. Un message explicite, qui est le contenu, voilà, et un message implicite, qui est pas dit, mais qui est quand même véhiculé. Alors, je prends un exemple tout simple, vraiment extrêmement simple. Imaginons une personne qui dise à son conjoint, voilà, je trouve ça, on est allé chez Clémentine hier, tu vois que son mari lui offre quand même des fleurs extrêmement régulièrement, puisque ça fait 3 fois que je vois qu'il y a un nouveau bouquet de fleurs. Toi, je constate que c'est pas, c'est-à-dire que ça c'était avant, quoi. Je veux dire, mais maintenant plus du tout. Imagine. Donc là, la personne en question, ainsi enjointe, se dit, je vais pas acheter des fleurs tout de suite parce que c'est ridicule, on est d'accord, mais il attend donc 3-4 jours, imaginons que ce soit un homme, il attend 3-4 jours et puis donc il achète des fleurs à sa femme. Et là, ce qui se passe très souvent, c'est que la femme va dire, quand on est dans sur ce genre d'autoroute, quoi, va dire, merci, mais c'est hyper dommage que tu y aies pas pensé tout seul. Donc, en fait, le problème, c'est que, en gros, elle lui dit, et ça fait partie de cette famille-là des injonctions paradoxales, elle lui dit prends des initiatives. C'est vraiment une injonction hyper forte dans le couple, ça. Donc, prends des initiatives, mais on voit bien que si on obéit à cette injonction, ça veut dire qu'on ne prend pas d'initiative. Mais si on n'obéit pas, on n'en prend pas non plus. Donc en fait, quoi qu'on fasse, en fait, on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas bien. Pareil, le conjoint qui a acheté des fleurs, s'il en achète, ça va pas. C'est la conclusion à laquelle il peut arriver. Mais s'il en achète pas, ça ne va pas non plus. Donc, comme disait Václavic, pile on a tort et face aussi, en fait. Donc en fait, c'est vraiment très compliqué. À certains niveaux, ça devient ce que Bateson appelait une double contrainte, c'est-à-dire quelque chose dont on peut même pas sortir. Et parfois, l'injonction paradoxale se transforme en double contrainte parce que
La personne qui est ainsi enjointe, qui souvent est considérée comme très défaillante, parce qu'elle prend pas d'initiative, je parlerai après des injonctions paradoxales venant des hommes, parce qu'il y en a évidemment, mais souvent quand même l'injonction paradoxale de type « étonne-moi ». Je ne te demande pas grand-chose, chérie, juste de m'étonner un petit peu, parce que je veux dire, à un moment donné, c'est quand même toujours moi qui prends des initiatives, ce qui est vrai, je veux dire. Mais le problème, c'est qu'on le plonge dans une espèce d'injonction paradoxale où il dit, au fond, ce week-end que tu m'as demandé d'organiser, ce week-end à deux romantique que tu m'as demandé d'organiser, au moment où on arrive, et même avant, je sens une réprobation qui est liée au fait que c'est quand même... Voilà, c'est pas moi qui l'ai initié parce que c'est à ta demande, et ça va teinter tout le week-end de quelque chose d'un peu décevant, en fait, de part et d'autre, quoi. L'un parce qu'il va se rendre compte qu'il est décevant, parce qu'il l'a pas, voilà, et puis l'autre parce qu'elle trouve ça décevant, en effet, parce qu'en fait, les femmes, souvent, qui sont prises dans ce genre de cercle vicieux, elles demandent à leur conjoint d'obéir tout en désobéissant. C'est ça la demande. Et donc c'est impossible. Et donc du coup, si je reprends l'exemple des fleurs, je pense vraiment qu'il y a plein d'hommes qui se disent de toute façon, comme de toute façon, ça n'ira pas, autant que j'en achète pas. Voilà, donc en fait c'est vraiment un échec. Alors donc il y a voilà. Donc là on est dans une impasse. Là vraiment clairement. Alors, c'est ce que je voulais dire, en effet, c'est que là, souvent, le conjoint qui est ainsi enjoint de façon paradoxale à prendre des initiatives, à être surprenant, surprends-moi mon amour, c'est très difficile pour lui. D'abord, il faut qu'il le voie, comme on disait tout à l'heure, mais en admettant qu'il le voie, qu'il le ressente, c'est très difficile pour lui de dire ça suffit en fait. Cette façon de communiquer ne va pas, et donc je ne joue plus ce jeu-là en fait. C'est-à-dire que je n'essaye plus d'obéir, j'obéirai quand j'ai envie, parce que le risque, en tout cas qu'il perçoit, à tort ou à raison, c'est la rupture. Et donc entre rester au fond dans cette communication très douloureuse ou prendre le risque de la rupture, souvent ils choisissent de rester dans cette communication. Donc c'est quand même très compliqué ce moment-là. L'injonction paradoxale plus genrée au masculin, qui est extrêmement violente aussi, voilà, et qui génère beaucoup de souffrance de part et d'autre. D'ailleurs, c'est « aie du désir pour moi ». Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.